Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à l'ensemble, ou en tout cas une petite partie de nos membres qui nous suivent également via Zoom. C'est ce public virtuel qui me permet de ne pas m'adresser uniquement à un écran, mais de voir des vrais gens derrière, de voir leurs réactions, parce que ça nous manque. Et il y a un an, lors du précédent discours du 1er mai, je pense que nous sommes peu à avoir imaginé qu'un an plus tard, nous en serions toujours là, à devoir organiser un rassemblement virtuel et d'être à ce point coupé de nos liens sociaux, de ce que finalement nous préférons, nous les politiques, le contact, la rencontre, l'échange. Vous savez à quel point ça me tient à cœur et donc je tiens à vous dire que vous me manquez fortement, mais je sais aussi que nous sommes plus près de la fin de ces difficultés que du début. Et donc, à ce titre, je me réjouis de pouvoir vous retrouver dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans les sections, dans les arrondissements, au niveau des fédérations, pour pouvoir aussi activer la vie de nos sections. Alors, je vous le disais, ça fait plus d'un an aujourd'hui que nous sommes en crise et plus d'un an après, les solutions ne peuvent plus être les mêmes. Nous avons dû, effectivement, dans l'urgence, réduire comme jamais les libertés, comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, nous devons, et le mouvement réformateur le répète depuis des mois, nous devons apprendre à vivre malgré le virus. C'est faire preuve de responsabilité. La responsabilité de mettre la liberté comme valeur supérieure, comme valeur absolue dans une démocratie, car la liberté est le seul moteur possible pour l'émancipation de l'individu. Mais c'est aussi la responsabilité de penser à nos soignantes, à nos soignants, à nos hôpitaux et de bien sûr ne pas faire n'importe quoi, mais via des expérimentations qui ont enfin débuté cette semaine. Et je souhaite remercier l'ensemble des ministres du mouvement réformateur ainsi que nos députés, nos élus qui se battent pour que cette réalité advienne. Eh bien, grâce à ces expérimentations, nous pourrons déployer des protocoles qui doivent nous permettre de continuer à vivre, quelle que soit l'évolution du virus. Le vaccin est bien évidemment la réponse principale à cette crise, mais elle ne peut être la seule. Nous devons être en capacité d'être créatifs et de ne pas rester dans une stratégie qui consisterait à fermer ou ouvrir. Fermer, justement, c'est malheureusement le cas de beaucoup de secteurs économiques aujourd'hui. Pour ces secteurs, je voudrais leur dire à quel point nous pensons à eux, nous travaillons pour qu'ils puissent réouvrir le plus rapidement possible et nos ministres travaillent aussi pour que les aides soient à la hauteur. Alors ces aides ne sont bien évidemment pas suffisantes. Ce qu'il manque aujourd'hui, et je dirais particulièrement à nos indépendants, c'est le fait de ne pas pouvoir développer leur projet de vie, le fait de ne pas pouvoir déployer ce pourquoi ils se battent depuis de très nombreuses années, ce pourquoi ils ont organisé l'ensemble de leur existence. Et donc les aides peuvent parfois, bien évidemment, passer quelques caps sur le plan financier, mais elles ne rendent pas cette bonheur, cette possibilité de pouvoir travailler et développer son activité. Alors, ce discours a une résonance particulière dans un contexte politique qui, lui, est aussi bien particulier puisqu'il intervient au moment de la négociation de l'accord interprofessionnel. Aujourd'hui, je vois des partis à gauche, je vois particulièrement l'extrême gauche, qui agite, qui fait en sorte de créer des tensions sociales dans notre pays. Alors bien sûr, moi aussi, je veux m'adresser à Déborah, qui est caissière à Nieuport, et lui dire que contrairement à ce que lui indiquent ces syndicats, contrairement à ce qu'indiquent certains partis de gauche en vue de quelques besoins électoraux, l'augmentation salariale ne sera pas de 0,4%. Elle sera, grâce à l'application de la loi de 1996, de 3,2%. Cette augmentation salariale, elle peut atteindre jusqu'à 6% dans certains secteurs qui ont octroyé des aides spécifiques pour remercier de manière tout à fait légitime le personnel qui s'est battu lors de cette crise. Que Déborah sache bien une chose, ainsi que toutes les personnes qui sont dans sa situation, c'est que le mouvement réformateur est le vrai parti des travailleurs. Car nous considérons que les travailleurs doivent continuer à gagner plus. Pour ce faire, nous avons des propositions fiscales que je développerai par après, avec aussi la nécessité d'avoir un différentiel plus grand entre les revenus de l'allocation sociale et les revenus du travail. Mais si je m'adresse à Déborah aujourd'hui, je veux aussi m'adresser à Benjamin de Mons, à la tête d'une agence de voyage, son agence de voyage, lui qui est à l'arrêt aujourd'hui, ou presque, lui qui devra aussi
appliquer les 3,2% d'augmentation salariale alors que son secteur aujourd'hui génère des pertes. C'est ça la différence du mouvement réformateur. Nous n'opposons pas les gens les uns aux autres. Nous cherchons le meilleur choix qui permet de garantir l'intérêt général, celui de Benjamin et aussi celui de Déborah. Alors il y a bien sûr l'accord interprofessionnel et certains ont essayé d'amener la question des dividendes. Est-ce que véritablement l'État fédéral doit se priver aujourd'hui de plusieurs centaines de millions d'euros de rentrées via ses participations chez Proximus, chez Belfius, via également l'impôt que rapportent ces dividendes? Est-ce que véritablement, même si l'idée peut paraître séduisante à l'oreille, c'est intelligent de priver l'État de plusieurs centaines de millions pour des politiques sociales, pour des politiques publiques, pour garantir un mieux-être pour chacun? À travers ces deux exemples, j'ai voulu vous démontrer la bêtise, le danger que représente la gauche extrême ou l'extrême gauche. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que ces idées sont en train de contaminer quelques partis qui comptent et espèrent, en lui courant après, gagner quelques voix. Ça ne marchera pas, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible non plus d'augmenter toujours les taxes. Ça n'est pas possible pour une raison très simple. C'est que notre pays est déjà un des pays les plus taxés du monde. Et d'ailleurs, au sujet des taxes, vous constaterez que souvent, nous taxons les comportements que l'on estime nocifs, que l'on estime mauvais. Nous avons par exemple souhaité, à juste titre, qu'il y ait moins de fumeurs. Nous avons augmenté les accises. Nous avons souhaité qu'il y ait moins usage de la voiture. Nous avons augmenté les accises sur le carburant. Nous avons également voulu lutter en faveur de l'environnement. Nous avons augmenté et déployé des taxes environnementales. Quelle est donc la logique qui se cache en taxant toujours plus le capital, en taxant toujours plus le travail? Considérons-nous que le capital, qui est la base du développement économique, qui est la base de la création d'emplois, doit être abrogé? Considérons-nous que le travail doit être sanctionné? Ce n'est pas du tout la vision des réformateurs, ni des libéraux. Alors, aujourd'hui, il faut surtout regarder vers l'avenir, vers la relance, vers le redéploiement de notre pays. Ce redéploiement passera par un plan de relance, dont nous avons déjà obtenu un des 3 piliers, c'est le plan d'investissement. Ce plan d'investissement, d'après le Bureau fédéral du plan, devrait créer 3 900 emplois, dont les 2/3 dans la construction. Je salue à ce titre les choix du mouvement réformateur et de l'ensemble des ministres aux différents niveaux de pouvoir. Mais 3 900 emplois, ça n'est pas assez. Nous, les libéraux, nous engageons pour qu'on ait plus d'emplois, pour qu'on atteigne l'objectif du gouvernement fédéral d'obtenir les 80% de taux d'emploi tel que l'ensemble des partenaires ont décidé de fixer la ligne de route pour ce gouvernement Vivaldi. Pour obtenir ces 80% d'emplois, nous devrons passer par des réformes structurelles. J'en énumère quelques-unes qui sont des propositions du mouvement réformateur. La première, c'est de défiscaliser les 360 premières heures supplémentaires afin d'encourager l'activité. Celui qui travaille plus doit gagner plus et le salaire poche doit augmenter pour nos travailleurs. Dans ce même esprit, nous souhaitons également défiscaliser le travail de nuit pour que ceux qui font le choix de sacrifier une partie du confort de vie puissent être mieux récompensés. Pour que le différentiel, encore une fois, avec les allocations sociales soit plus important. Car il est important de venir en aide à chacun, mais il est aussi impératif que tout le monde puisse retrouver les fruits de son travail. Parmi ces réformes structurelles, nous devons également envisager et engager une augmentation de la quotité non imposable d'impôts. Aujourd'hui, vous ne payez pas d'impôts sur les 9 000 premiers euros. Nous devons monter cette limite à 12 000 euros. Pourquoi? Car cela correspond aux revenus d'intégration sociale. Personne qui reçoit une allocation sociale ne doit être amené à payer de l'impôt, mais surtout, les travailleurs à bas salaire doivent pouvoir mieux vivre des fruits de leur travail. Et ça concerne en particulier Déborah, qui justement, dans un secteur comme la grande distribution, est souvent contrainte, comme ses collègues, à devoir travailler à temps partiel. Parmi ces réformes, il y aura également des réformes en matière de pension. Nous devons accentuer
la vitesse de croisière sur la question du bonus pension. Nous devons mettre sur pied un nouveau bonus pension qui pousse les uns et les autres à travailler un peu plus longtemps, mais surtout pour être mieux récompensés. Toujours au niveau des pensions, il est indispensable de pouvoir intégrer la pénibilité du travail. Le groupe MR à la Chambre a déposé un texte en septembre pour que la pénibilité du travail des infirmières et des infirmiers soit reconnue. Cette pénibilité du travail est également la clé pour atteindre la convergence progressive des statuts. Cette convergence est indispensable si nous souhaitions intégrer convenablement l'économie collaborative. Il est assez ahurissant de voir les débats à Bruxelles où l'on compte interdire Uber. On veut réduire le nombre de voitures, on veut permettre l'émergence des nouvelles technologies, mais on interdit un nouveau mode de transport au lieu de l'encadrer correctement. La réforme de notre droit social est un impératif. Si nous voulons que les nouvelles technologies soient nos alliés, puissent permettre de développer de la croissance et de la richesse sur notre territoire, plutôt que d'en subir d'éventuels désagréments. Alors ces réformes doivent également s'adresser à la jeunesse. Elle souffre particulièrement, elle est aussi et surtout notre avenir. Nous ne pouvons pas la brider, la blâmer, nous devons au contraire la soutenir et lui rendre un avenir désirable. À ce titre, le mouvement réformateur a déployé le projet Rebond, 50 propositions en faveur de la jeunesse, en enseignement, en formation, par exemple le fait de pouvoir récupérer son Erasmus, mais aussi et surtout des propositions en matière d'emploi et en matière de développement personnel. Ainsi, le mouvement réformateur souhaite que nous puissions étaler dans le temps les droits d'enregistrement. Cela permet de faciliter l'acquisition de son premier logement, de son logement d'habitation. Ce logement d'habitation qui est souvent la richesse de ceux qui n'en ont pas, le patrimoine de ceux qui sont nés sans. Nous devons faciliter cet accès aux plus jeunes. Parmi ces réformes, il est également important de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée. Pour ce faire, le mouvement réformateur propose le droit à changer de vie. Le droit à changer de vie, c'est le droit à la démission. Ils sont nombreux les travailleurs aujourd'hui qui ne sont plus heureux dans leur emploi. Ils sont nombreux les employeurs aujourd'hui à se rendre compte que leurs travailleurs ne sont plus heureux, mais le droit social aujourd'hui bloque un éventuel changement. Effectivement, si le travailleur démissionne, il perd ses droits au chômage. Notre volonté est qu'au bout d'un certain nombre d'années travaillées, un travailleur puisse démissionner, garder ses droits sociaux pour une période limitée, une période durant laquelle il pourra se former, il pourra peut-être lancer son entreprise, il pourra changer d'emploi, il pourra changer de vie. Car le credo des réformateurs, c'est de pouvoir être libre de choisir sa vie, mais aussi libre de pouvoir en changer. Un dernier mot pour également vous faire part du danger que constitue l'extrême gauche. Vous me direz, pourquoi en parler maintenant ? Je pense, durant ce discours, avoir pu démontrer que leurs solutions sont des solutions faciles, populistes. Mais leur rapport à la démocratie est également extrêmement dangereux. Le PTB soutient des régimes dictatoriaux, des régimes qui ont réduit les libertés, qui les ont supprimées, qui répriment les opposants politiques, comme ça peut être le cas au Venezuela. Ils ont des positions qui sont plus qu'ambiguës à l'égard de certains actes les plus criminels au regard des droits de l'homme, par exemple vis-à-vis des populations ouïghours en Chine. Le PTB a clairement un problème avec la démocratie et même s'ils sont d'une apparence bien sympathique, leur programme est dangereux. Nous, les réformateurs, nous serons les opposants, nous serons les remparts à l'égard de l'ensemble des extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Pour finir, un mot personnel. Vous le savez, notre formation politique, le Parti libéral, qui fête ses 175 ans cette année, est souvent l'objet d'attaques, est souvent l'objet de critiques. C'est normal. C'est normal quand on veut casser les codes, bousculer l'ordre établi, être en rupture avec un système qui ne fonctionne plus tout à fait bien. Mais vous, les militants, soyez fiers, engagez-vous, marchez la tête haute, soyez fiers de porter la plus belle philosophie politique de l'histoire de l'humanité,
Soyez fiers d'être des libéraux.